Ce podcast est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui on aborde un sujet essentiel, vital à la vie de tout entrepreneur, c'est-à-dire le financement. Donc pour nous en parler, j'accueille, puis je suis super content d'accueillir Ali Diallo, qui est responsable directeur Montérégie pour Evol. C'est ça, directeur régional d'Evol pour la Montérégie, oui. Ben bienvenue Ali. Merci, écoute, c'est un plaisir que d'être là. Merci pour l'invitation. Donc, évidemment, tu vas nous parler d'Evol, puis on aimerait connaître ton parcours, mais tu es aussi ici vraiment, je pense, dans une mission pour démystifier les démarches de financement, mais du côté entrepreneur, parce que on va apprendre que tu as aussi été entrepreneur. Donc, parle-nous peut-être de ton parcours pour commencer. Oui, ben je vais essayer de faire ça court, ce qui va être un bel exercice, on va dire. Donc, j'ai un peu plus d'une vingtaine d'années d'expérience en financement et puis en accompagnement donc d'entreprises. Déjà au niveau de la formation, j'ai donc étudié à l'Université Laval à Québec et en administration des affaires, dominante finance. Et puis, donc, j'ai complété ma formation avec des diplômes en Angleterre et puis en France, toujours dans le domaine bancaire. Et à partir de là, j'ai travaillé vraiment dans le secteur financier. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce que je sentais que c'était pour moi ce qui permettait d'apporter une valeur ajoutée vis-à-vis de ce que je supportais. Parce que j'ai cette tendance à vouloir développer les individus et puis les organisations. Et pour moi, passer par le secteur financier, travailler à l'intérieur de ce secteur-là, cela voulait dire que je pouvais avoir cet impact-là. Et donc, j'ai beaucoup travaillé, en fait, à l'international. Et à partir de là, j'ai aussi, finalement, évolué au Québec dans le milieu de l'entrepreneuriat en tant que coach d'entrepreneur, tout ce qui est développement d'affaires, renforcement de capacités, en plus du volet financement. Et depuis 6 mois, donc je suis effectivement directeur régional d'Evol pour la Montérégie. Et voilà, donc en quelques mots, mon parcours. Merci. Écoute, c'est très diversifié, puis je pense que le rôle chez Evol est aussi à perfection, parce que dans Evol a une mission justement d'appuyer les entrepreneurs qui proviennent de la diversité, pas juste culturelle, mais peux-tu nous en parler dans des meilleurs mots que moi je suis capable de le faire? Ah, absolument. Si tu le dis si bien, je représente bien en fait cette cible, cette clientèle que Evol veut aller chercher. Mais au-delà de dire qui je suis, en même temps, c'est le pourquoi d'Evol, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'origine, Evol a été créé pour pouvoir faire en sorte que un groupe particulier qui avait un accès difficile au capital, au financement, puisse justement y avoir accès. Et ce groupe, c'était les femmes, à l'origine. Il y a une trentaine d'années, tout s'est passé dans la Côte-Nord, là, où il y a des femmes de la Côte-Nord qui étaient vraiment tannées de voir que c'était difficile pour elles d'avoir accès à du financement, à du capital, et qui ont donc décidé de constituer un fonds pour faciliter cet accès au financement. Et à partir de ce moment-là, dans les différentes régions du Québec, il y a des initiatives similaires donc, qui ont vu le jour. Et ces fonds qui, au début, s'appelaient tous différemment, à un moment donné, ont porté le même nom qui s'appelait Femmes Essor. Et la clientèle était toujours, à cette époque, constituée de femmes. Mais les bailleurs de fonds des organisations se sont rendus compte qu'en fait, cette problématique n'était pas vécue que par les femmes. C'était vécu par d'autres groupes qui étaient sous-représentés en fait en entrepreneuriat.
Et c'est pour ça qu'en 2021, donc en 2021, donc la clientèle cible s'est élargie en intégrant justement dans cette clientèle cible-là tous ces groupes-là qui sont dits sous-représentés en entrepreneuriat. Donc ça, on peut citer bien évidemment la diversité ethnoculturelle dont je fais partie. Il y a les personnes, les entrepreneurs vivant avec une situation de handicap. On a également donc les Premières Nations qui font partie de ces groupes-là. Mais les femmes ne sont restées parce qu'à l'origine ça a commencé avec elles. Il y a la communauté LGBTQ. Et donc l'idée c'est vraiment de faire en sorte que ces gens-là, ces entrepreneurs-là pour qui c'est plus difficile, trouvent un organisme qui soit destiné à justement à pouvoir les financer. Et oui, moi, c'est tout naturellement que en fait, cette mission m'a vraiment parlé parce que, bien évidemment, je fais partie de la diversité, mais en même temps, j'ai été dans le financement de longues années. Et puis, en même temps, le développement, en fait, des entrepreneurs me dit quelque chose parce que Evol, au-delà du financement, il y a un volet très important et incontournable chez cet organisme, c'est que on fait du financement accompagné. C'est pas que de l'argent qu'on prête aux entrepreneurs. En même temps, on a un accompagnement qu'on leur offre du début jusqu'à la fin de leur financement, voire même pour des entreprises que l'on ne finance même pas du tout. Donc, ouais. Il y a tout le volet service, c'est ce coach expert qui Absolument. Est en ligne de compte. Il y a ce service-là, donc c'est-à-dire qu'on a donc en notre sein ce qu'on appelle une brigade où on a des experts de différents horizons qui interviennent et qui sont là en fait à la disposition de cette clientèle-là qui rencontre des enjeux, parce qu'il faut dire qu'une partie en fait de notre portefeuille est constituée en grande partie par des entreprises en démarrage, parce que ça aussi c'est une particularité d'Evol. Autant des financiers ou des organismes de financement ou des institutions financières vont être réticents à financer ces entrepreneurs-là qui commencent, autant Evol pour aussi mission de pouvoir justement les accompagner en financement, donc les faire démarrer. Et quand on démarre, c'est sûr qu'on a besoin de renforcer ses capacités en tant qu'entrepreneur. On ne maîtrise pas tous les contours et tous les outils que ça prendrait pour bien gérer, développer et puis faire croître son entreprise. Et donc, Evol a mis en place en fait une brigade d'experts de différents horizons qui permettent justement d'appuyer ces entrepreneurs-là. Et au niveau même interne, on a en fait un suivi qui est fait sur tous les dossiers que l'on finance. Donc, les entrepreneurs sont accompagnés sur vraiment la durée de vie de leur crédit. Puis, justement, parlons de financement, si tu me permets. Si on regarde, puis là, bon, on enlève le chapeau peut-être d'Evol, mais plus de financier comme tel. Mais souvent, pour avoir fait moi-même le parcours, c'est difficile comme entrepreneur de se présenter devant un financier puis de savoir à l'avance, parce qu'on a tous une première expérience, puis après ça, on en a une expérience, mais elle diffère d'une fois à l'autre. Puis je pense qu'on a des fois de la difficulté à se comprendre. C'est difficile de savoir à l'avance à quoi ils s'attendent. Comment je devrais me préparer, qu'est-ce que je devrais avoir comme sous la main comme document, puis qu'est-ce que je devrais avoir travaillé avec mes comptables peut-être dans mes livres pour être certain de maximiser mes chances de succès. Et vraiment, j'aimerais ça que tu nous éclaires là-dessus. Ouais, écoute, j'aime bien où est-ce que tu nous amènes là, parce que c'est vraiment un constat que, personnellement, moi j'ai fait, et puis d'autres dans l'écosystème financier. C'est vrai qu'on est confronté parfois à un enjeu. C'est que on reçoit des dossiers et puis on se rend compte que ces dossiers-là, on peut pas vraiment les financer. Les projets, on peut pas les financer à cause de ce qu'on reçoit comme information. Et là, on constate qu'il y a vraiment un décalage entre l'entrepreneur qui peut avoir un très beau projet ou alors une entreprise qui a du potentiel et tout. Et puis nous, ce qu'on voudrait apporter comme soutien financier. Donc il y a vraiment, on n'est pas du tout aligné. Et donc il y a comme un gap là qu'il faut combler. Et moi je l'explique surtout par le fait que
il y a comme parfois une méconnaissance de la part des entrepreneurs de ce qui constitue en fait les attentes des financiers par rapport à des dossiers qu'ils recevraient. Alors, je vais juste m'arrêter pour dire aussi que là, c'est très important pour les entrepreneurs de faire preuve d'ouverture d'esprit, déjà. Pourquoi je dis ça? C'est parce que beaucoup d'entrepreneurs vont venir avec un projet et puis, c'est le projet qui va changer le cours de l'histoire et puis, plus rien ne sera plus comme avant et tout ça. Moi, j'appelle ça le syndrome du bébé, en fait. C'est-à-dire parce que quand tu as une maman qui est là avec son bébé, là, et puis elle le voit, et son bébé est le plus beau du monde, et puis tu peux le regarder, bon, tu vas te dire que peut-être tu as vu un bébé qui est plus beau que lui, mais tu n'oses même pas lui dire, parce que pour elle, c'est vraiment ça. Et un entrepreneur avec un projet, parfois, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'il vient avec son projet, il y croit tellement qu'il n'a pas d'ouverture d'esprit pour avoir comme une réplique ou bien une rétroaction en disant faudrait faire attention à telle et telle chose. Donc, la première chose qu'on demande, en fait, aux entrepreneurs, c'est d'abord d'être ouvert d'esprit. Au niveau c'est quoi les quelques piliers qu'il faut s'attendre à regarder, puis comment, on adressera peut-être comment se faire pour se préparer un peu mieux en tant qu'entrepreneur. Ouais. Il y a des critères, il y a des paramètres qui sont comme des incontournables. D'abord, lorsqu'on parle d'un projet, et déjà, quand on parle aussi d'une entreprise, faut jamais oublier que derrière tout ça, il y a l'être humain, en fait. Il y a l'homme, il y a la femme, il y a des personnes qui constituent une organisation. Donc, la première des choses qu'on va faire quand on reçoit un dossier, on regarde en fait qui est le porteur du projet, qui sont le ou les entrepreneurs derrière. Donc, quelle est leur qualité, quelle est leur connaissance en fait du domaine d'activité où ils sont, quelle est leur expertise, ok. Quel est aussi qu'est-ce qu'ils ont comme acquis déjà. C'est-à-dire il y en a certains qui vont justement, je parlais d'expertise, donc il y en a qui vont venir avec leurs compétences, il y en a d'autres qui vont venir avec leurs ressources financières. Ils vont dire moi j'ai de l'argent et puis je veux juste qu'on me complète une mise et tout ça. Donc on va regarder en fait ce que donc le porteur du projet nous apporte. Donc ça c'est la première des choses. Ok. Si on n'est pas à l'aise avec ça, ça commence déjà pas très bien. Après, je t'arrête 2 secondes. Qu'est-ce qu'il peut faire? Vous n'êtes pas à l'aise avec ça? C'est quoi les raisons moi, je te donne un exemple, par exemple, d'un entrepreneur qui vient et puis finalement, on se rend compte que partout où il a déposé une demande de financement, qu'il a obtenu du financement, il n'a jamais remboursé. Okay, donc, code de crédit, c'est vraiment... elle est vraiment mauvaise, là. L'historique est vraiment mauvais, le scoring est pas bon. Et donc, les antécédents font que si moi, je reçois un dossier où on me dit que telle personne fait partie, en fait, est le promoteur ou la promoteur du projet en question, je vais réfléchir avant de dire oui, déjà, parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui respecte pas ses engagements. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important de le faire. Et je fais juste une parenthèse en ce qui concerne Evol par rapport à ça, puisque nous, on finance aussi, dans les groupes sous-représentés, il y a les immigrants. Il y a la diversité ethnoculturelle. Donc, il y a ces gens-là qui viennent d'arriver au Canada, parfois, et qui n'ont pas d'historique de crédit. Et parfois, ils savent même pas ce que c'est. Et donc, ils le découvrent parfois lorsqu'ils viennent nous voir. Et vu qu'ils n'ont pas l'habitude de la cote de crédit, de la marge de crédit et tout ça, ils n'ont pas eu un comportement, entre guillemets, sage, parce qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Et nous, on reçoit un dossier où déjà, on commence à voir que, attention, au niveau de la cote de crédit, ça va pas très bien. Mais là, c'est quelque chose qui n'était pas intentionnel. Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça que nous, on a une lecture pas binaire des choses. On essaie de comprendre. Et on se rend compte si, par exemple, il y a quelqu'un qui est arrivé de Suisse il n'y a pas longtemps et puis qui vient et qui a une cote de crédit qui est très différente d'un Québécois entrepreneur qui est là depuis longtemps, on va pas lui dire parce que ta cote de crédit, elle est pas bonne, on va pas te financer. On va essayer de comprendre pourquoi c'est le cas. Okay. Donc c'est un peu une parenthèse que je voulais faire à ce niveau-là. Et donc, ce qui fait que, on regarde ces éléments, on regarde quels sont les atouts, les faiblesses, et ensuite, on va sur le projet. On regarde le projet. Est-ce que le projet a du sens? Est-ce que le projet, on parle d'entrepreneuriat, donc quelque part, il faut aller chercher les revenus
et surtout la rentabilité. C'est ça qui est le plus important. Donc, est-ce que le projet, finalement, il va être bénéficiaire quelque part? Est-ce que quand on fait les prévisions, on se rend compte que, bon, finalement, c'est une affaire qui va générer des revenus, mais surtout des bénéfices pour pouvoir déjà payer tout le monde là et puis rétribuer en fait les actionnaires. Donc, on regarde ça, on regarde aussi donc de quoi et de quelle richesse est constituée l'entreprise. Et quand je parle de richesse, je préfère parler de richesse que de ressources, là. Donc, on parle des richesses humaines, on parle des richesses matérielles, on parle des ressources financières. Donc, ça, c'est des éléments vraiment qu'on regarde. Et puis, quelles sont celles-là qu'on va aller aussi chercher dans le cadre du projet qu'on va faire. Donc, on fait un tour par rapport à ça. En ce qui concerne Evol, il y a eu aussi une dimension qui est très importante, c'est le volet inclusion, dont j'ai beaucoup parlé. Mais il y a un autre aspect que j'ai pas encore évoqué et qui pourtant est vraiment fait partie de ce qui est exigé chez nous, c'est l'aspect développement durable. Il faut que l'entreprise que l'entrepreneur soit ouvert à tout ce qui est développement durable. Et on peut prendre un entrepreneur qui n'est pas encore rendu là, mais si on sent qu'il y a l'ouverture d'esprit, on peut l'accompagner justement pour que cet entrepreneur aille sur cette approche-là, parce que pour nous, ça fait partie des obligations aujourd'hui pour toute personne responsable sur Terre. On parle ici pas de projet nécessairement qui concerne uniquement le développement durable, mais que l'entreprise s'inscrive dans un courant d'évolution de ses opérations, se conscientise, autrement dit, qu'il y a un certain programme qui fait en sorte qu'elle va évoluer pour le mieux là, au niveau du développement durable, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, pour comprendre en fait notre raisonnement, c'est que nous, on s'appuie sur un principe. Il y a les Nations Unies qui ont développé 17 objectifs. 17 objectifs de développement durable, là, qu'on appelle les ODD. Ouais. Les Nations Unies, il y en a 17. Et donc, il y a certaines entreprises, c'est facile de pouvoir les loger dans une des cases. Il y en a d'autres, c'est un peu moins évident. Mais lorsqu'on regarde bien et qu'on voit quel est le secteur d'activité, qu'on regarde comment se déroulent les opérations et tout, il y a de la place à les trouver là pour faire en sorte que justement on oriente ces entreprises-là vers un comportement responsable. Donc c'est un peu, on regarde les 17 objectifs, on voit déjà dans quel objectif, lequel ou lesquels cette entreprise-là se retrouve, et puis où est-ce que on a du potentiel pour pouvoir l'amener dans un de ces objectifs ou bien vraiment l'améliorer. Et donc là, ce qui va être important pour nous, c'est vraiment le degré de maturité de l'entreprise à ce niveau-là. Donc il y en a qui sont pas du tout là, mais il faut qu'on les amène justement à évoluer vers un fort degré de maturité. C'est ça notre objectif. Donc si les pilotes du projet, puis si le projet aussi va complètement dans la direction opposée, c'est un non catégorique. Si l'entrepreneur n'est vraiment pas ouvert à ça, j'avoue qu'on assume complètement une réponse défavorable par rapport à ça. Quoi d'autre? Alors, on a donc le projet, quand on veut le lancer, on le lance dans un secteur d'activité donné. D'accord. Donc nous, on va regarder en fait justement dans quel marché se situe ce projet-là. Dans quel secteur d'activité? Est-ce que c'est un secteur d'activité qui est porteur ou pas? Est-ce que on a des difficultés qu'on a constatées dans ce secteur d'activité? Et ça, c'est sûr que ça va peser dans l'appréciation qu'on va faire aussi sur le dossier. Quoique, on peut trouver des fois des projets qui sont dans des secteurs d'activité un peu plus difficiles. Mais ça, c'est un peu le principe des fois des marchés de niche ou bien des exceptions qui confirment la règle. Mais en général, s'il y a des secteurs difficiles, là, où on va dire, bon, attention, il faut on regarde de plus près, ou en fait, qu'on soit sûr que, l'entreprise a pris en compte tous ces paramètres-là dans l'information qui va nous être, partagée. Donc, la conjoncture économique aussi fait partie des choses que l'on regarde. Il y a des moments qui sont meilleurs que d'autres, c'est sûr. Quelles sont aussi, les opportunités que l'entreprise, dans ce qu'elle veut faire et quelles sont les menaces aussi auxquelles elle est confrontée. Donc on regarde ça, quelle est la compétition aussi autour, quelle est la valeur ajoutée en fait par rapport au marché,
comment est-ce que, de manière comparative vis-à-vis des concurrents, comment l'entreprise en fait la différence. Parce que beaucoup des gens vont venir, ils vont voir, ah tiens, je parle de secteur d'activité, ça marche très bien dans tel secteur d'activité, parce que ça marche bien là, ben je vais y aller, je vais me lancer, je vais faire quelque chose. On va créer une copie. Hein. Ben, ouais. Or l'original est toujours meilleur en son temps. Et donc c'est ça. Et là c'est pour ça que ben, quelque part nous on regarde ça quand même de près. Et puis j'ai constaté que jusqu'à présent, je parle de financement et tout, mais je t'ai même pas parlé de chiffres, en fait. Et donc, c'est ça. Je t'ai pas parlé de bilan, je t'ai pas parlé de quoi que ce soit. Mais c'était volontaire parce que on fait une appréciation globale, générale. Donc, on regarde vraiment l'entreprise, on regarde son environnement. Donc, c'est ce qu'on appelle un regard, en fait, qualitatif, là, sur ce qui se passe pour l'entreprise et puis autour d'elle. Et ensuite, maintenant, on arrive à la dimension chiffrée, en fait, de l'information qu'on reçoit. Et lorsque on va là, ben là, c'est là qu'on a les détails maintenant de la performance financière. D'accord? Pour les entreprises en démarrage, c'est simple. Il n'y a pas d'antériorité, il n'y a pas d'histoire. Donc, on va juste se baser sur des documents et des prévisions. Et là, on fait vraiment attention à ce que ce soit, encore une fois, je le disais tantôt, réaliste, raisonnable et tout ça. Donc, on regarde tout ça. Et par contre, pour les entreprises existantes, il y a des documents qui sont importants dans notre appréciation. C'est d'abord le bilan. Ben, le bilan qui se donne un peu la photo en fait du patrimoine de l'entreprise, là, quels sont les avoirs et puis donc quel est le passif. Et donc on regarde ça, on regarde quels sont les revenus. Donc les revenus et puis quelles sont les dépenses, est-ce que ça dégage en fait un profit. Bon, donc ça c'est à travers un document qu'on appelle l'état des résultats là. Puis on regarde aussi le budget de caisse et puis donc tout ça c'est des documents qui nous permettent en fait de faire un 360 là sur la performance financière de l'entreprise. Donc ça c'est sur l'existant et on prend toujours des prévisions pour savoir comment l'entreprise se projette dans le futur à horizon 1 an, 2 ans, parfois plus. Sur ses performances. Parce que c'est à partir de là qu'on saura est-ce que le projet, financièrement parlant, il est porteur ou pas. Donc, on regarde si, quand on fait nos calculs et tout, il y a certains ratios qu'on utilise et tout, mais est-ce que l'entreprise est capable de rembourser selon nous et tout? Est-ce que l'entreprise, elle n'est pas déséquilibré financièrement, structurellement parlant. Bon, c'est un peu technique là, mais c'est vraiment des aspects que l'on regarde pour s'assurer que l'entreprise elle est stable financièrement, qu'elle est solide financièrement et que les perspectives sont bonnes pour justifier le fait qu'on lui prête de l'argent. Parce que sinon, en fait, on la mettrait plus dans des problèmes qu'autre chose. Donc, c'est un peu ça l'objectif que l'on vise. Et enfin, le dernier élément fondamental, en fait, dans notre appréciation, et je finis par ça, alors que parfois le client, lui, commence par ça, donc c'est l'aspect des garanties. Pourquoi moi, je préfère, en tant que financier, finir par ce point-là? Parce que beaucoup de gens pensent qu'on va faire un dossier pour une garantie, mais la garantie ne donne que du confort dans le dossier. C'est-à-dire que c'est au cas où ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a pour pouvoir se couvrir? Mais l'objectif du financement n'est pas d'arriver justement à la garantie et puis de l'exercer. L'objectif est de pouvoir accompagner financièrement une entreprise qui a besoin de fonds pour qu'elle puisse grandir. Donc c'est ça, le why, le fameux pourquoi, là, il est là pour nous. Et il n'est pas dans le fait d'avoir des garanties pour pouvoir les exécuter. Donc quand on regarde la garantie, on regarde c'est quoi sa valeur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on nous propose comme garantie? Qu'est-ce que c'est si jamais c'est quelque chose de très tangible? C'est ça, c'est quoi la valeur, à quel niveau que ça nous couvre, est-ce qu'on peut aussi convertir cette garantie-là pour qu'elle soit, est-ce que c'est vendable par exemple, je prends le cas des fois des garanties qu'on prend au niveau des propriétés ou en fait des titres et tout, donc c'est des questions aussi qu'on se pose, mais moi j'aime bien le mettre en dernière position parce que en général c'est pas pour ça qu'on fait le financement. Quand on regarde ça du côté entrepreneurial, est-ce qu'il y a
pour le volet, comment on se prépare? Comment? Parce que je le vois un peu comme c'est des formations professionnelles, comme une vente du point de vue entrepreneurial. Alors que vous avez des critères quand même vous allez faire vos devoirs, là. Mais c'est certain que la façon de se présenter à un financier, le travail qu'on va avoir fait auparavant, avant de se rendre, avant le rendez-vous, puis avant de donner les documents, puis parlons des documents peut-être, là, va avoir un impact, j'imagine, sur la façon que vous allez évaluer le projet. Oui, c'est vrai. Non, absolument. Et puis même, en fait, je réfléchissais pendant que tu parlais parce que d'abord, même avant de voir comment on réfléchit pour regarder le dossier et tout, là, le projet, mais il y a déjà la manière, il y a quel projet on va aller identifier. Qu'est-ce qui fait qu'un projet, il est bon ou il n'est pas bon? OK? Il y a déjà cette question qu'il faut se poser. Certains qui vont dire, OK, ben, faut suivre ta passion. T'es passionné par les abeilles, fais un projet sur les abeilles. C'est ça. Donc, mais pour moi, en fait, la vraie manière, en fait, de regarder un projet et puis de pouvoir, en fait, réaliser quelque chose, c'est un projet doit partir d'une réflexion qui amène à identifier une problématique quelque part et puis à y apporter une solution. Si on y arrive, l'aspect passion, là c'est formidable parce qu'on fait quelque chose qui est chose. Donc la passion, je dis pas de pas la regarder, mais je dis que si cette passion-là, elle est juste pour nous seuls, là, tout seul, je pense pas qu'on va avoir de la valeur ajoutée pour ceux qui nous entourent et pour ceux qu'on veut servir, soit en service ou en produit. Donc le service ou le produit qu'on offre, là, il faut qu'il réponde à un enjeu, à une problématique ou à un challenge particulier, parce que sinon, il va pas trouver son marché. Qui est réel aussi. Qui est réel, parce que, je sais pas, c'est comme votre entreprise à vous autres, là, si vous avez de la clientèle que vous arrivez à trouver, à capter et tout, c'est parce qu'ils ont une problématique. Ils ont des enjeux et que vous êtes la solution ou que vous leur proposez des solutions. Donc, moi, je pense que déjà, la réflexion à l'origine, là, sur le projet en question, déjà, il faut se poser les bonnes questions. OK? Et une fois qu'on a passé ce cap-là, il faut justement présenter des informations où on va trouver, en fait, ces éléments que j'ai nommés, là, il y a pas longtemps. Et puis, en plus, faire en sorte que justement, ces éléments-là, au-delà de les nommer, l'information qu'on va trouver, là, à l'intérieur de ça, c'est de l'information qui est vraiment fiable. Vérifiable, et puis que c'est pas des choses, j'ai l'impression que c'est telle chose, et puis donc je vais le nommer, le mentionner dans mon plan d'affaires et tout, et puis de le présenter comme ça, parce que c'est des yeux extérieurs qui vont le regarder, c'est pas nos propres yeux. Donc, quand quelqu'un d'autre lit ça et tout, il faut que, l'important n'est pas ce qu'on dit, l'important c'est ce que l'autre entend, ou ce que l'autre comprend. Et donc, c'est pour ça que nous, lorsqu'on va lire cette information, il faut s'assurer qu'on la comprenne comme elle est censée être, comme le message est censé être véhiculé. Donc, on parle principalement on parle de ce qui est le contenu d'un plan d'affaires, dans le fond. Ouais. Est-ce que vous tapez ça, vous lisez tous les plans d'affaires? On n'a pas le choix que de lire ce qu'on finance, parce que sinon, on aurait pas mal de... On peut fermer le micro, hein, si tu veux. Non, je le dis en... Là, je suis sincère quand je dis ça. Non, on regarde ça sérieusement, et on analyse tout ça, bien sûr, parce que derrière, c'est des enjeux, mais c'est l'enjeu surtout pour l'entrepreneur. Faut comprendre une chose, c'est qu'un entrepreneur, il va chercher du financement. Et le fait d'accepter du financement pour un entrepreneur ou une entrepreneur, quelque part, c'est une prise de risque pour le financier, mais c'est une énorme prise de risque pour l'entrepreneur aussi. Et donc, il faut qu'on s'assure du fait que, une fois que ces entreprises ont leur fonds, que nous, à notre niveau, lorsqu'on a fait, en fait, notre étude, notre analyse et tout, et qu'on est convaincu que cet argent-là, ces fonds qu'on va décaisser, qu'il y a une plus-value, qu'il y a une valeur ajoutée, et que ça va servir à bonifier une situation plutôt qu'à la détériorer. Donc, parce qu'après, c'est bien le monde de l'entrepreneuriat, mais c'est dramatique pour certaines personnes aussi, donc faut pas l'oublier, faut pas être complice de ça et tout. Donc, c'est pour ça qu'on se doit bien sûr de tout regarder. Bon, en ce qui concerne les vols, là, particulièrement, c'est intéressant ce que nous offrons, parce qu'on a justement des conseillères
qui sont là pour accompagner les entrepreneurs dans la réalisation de leur plan d'affaires et puis de leurs prévisions. De cette manière-là, puisque on se dit que un entrepreneur peut être très bon dans ce qu'il fait, mais si c'est pour finaliser et puis nous proposer de bons documents, il aurait peut-être besoin de support, de soutien et tout. Et donc, nous, on a intégré ça dans notre service. Et ce qui fait que, une fois qu'on reçoit ces documents-là, au moins, ils ont été bien travaillés. Il y en a d'autres qui peuvent le faire sans problème. On les reçoit, mais c'est une approche interactive parce que ça nous arrive de recevoir des plans d'affaires où on voit que, il y a certains aspects qui ont été omis ou bien qui nécessitent d'être davantage clarifiés. Et donc là, c'est une conversation qu'on engage avec l'entrepreneur pour arriver à bien comprendre et puis finalement à ce qu'on prenne une décision qui est basée sur des informations exhaustives et précises. Est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui seraient les 3 erreurs à ne pas commettre là, pour aller chercher du financement? Des erreurs ou peut-être des faux pas ou des choses, des devoirs à faire avant, je sais pas comment on peut le présenter, mais est-ce que c'est irréversible? Je présente un projet, il est mal monté. L'idée est bonne à la base, mais est-ce que je peux me représenter avec ce projet-là ou je vais me faire rejeter automatiquement? Non, c'est pas irréversible, bien sûr, parce que on peut ne pas être un dossier. Moi, je parle plus de maturité des dossiers. Parfois, on les prend et puis on se rend compte que c'est pas le moment. C'est pas le moment d'aller financer ce projet-là. Et c'est soit on va pas le faire, mais même si on le fait pas, on va toujours repartir vers l'entrepreneur avec des solutions. D'accord? Parce que je te donne un exemple. On peut recevoir des dossiers, et puis on se rend compte qu'en fait, en lisant, l'entreprise n'a pas besoin d'un financement par le prêt. OK? L'entreprise a pas mal d'engagements déjà, pas mal de prêts. Et on se rend compte que les fonds propres dont je parlais, la solidité financière, l'entreprise est devenue fragile. Et donc, nous, si on va lui donner du financement supplémentaire, on va la fragiliser davantage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, il y a d'autres formules que le prêt conventionnel. Soit l'entrepreneur peut aller chercher de l'équité plutôt que de la dette, parce que ça renforce les fonds propres, en fait, les capitaux propres d'une entreprise. Donc, ça solidifie l'entreprise plutôt que de la fragiliser. Si nous, on ne le fait pas, on peut demander à un partenaire de le faire. On peut aussi lui dire, écoute, tu as une entreprise qui fonctionne, tu as des produits et des services que tu offres déjà, tu as une clientèle que tu peux aller capter. On va lui dire, écoute, fais-toi une ronde de sociofinancement qui te prend 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis là, tu génères du chiffre d'affaires, c'est pas de la dette. Et en même temps, tu accrois tes ventes parce que tu génères du chiffre d'affaires et puis tu génères des revenus. Et donc là, il y a une manière, en fait, de renforcer, si tu veux, la situation financière de l'entreprise sans passer par la dette, mais d'utiliser on va dire, une escale, je vais utiliser un terme là, une étape, on va ajouter une étape à ça, et là, si l'entreprise arrive à le faire, elle aura amélioré en fait sa performance financière, et quand elle reviendra nous voir au bout de 3 mois ou 4 mois, là, ce sera le moment pour nous d'y aller. Donc, c'est pour ça que chaque cas est différent, mais nous, on regarde toujours l'objectif ultime, c'est vraiment l'entreprise. Hein. Est-ce que notre décision, elle va dans le sens de préserver les intérêts de l'entreprise, parfois au détriment même de l'appréciation des fois de l'entrepreneur. L'appréciation immédiate, mais après ils s'en rendent compte un peu plus tard, en fait. Mais aussi, c'est d'offrir des solutions si jamais il y a absolument d'un certain éclairage pour l'entrepreneur comme tel. Mais c'est fondamental. C'est fondamental quand on vient voir un financier. Peut-être qu'il y en a qui le font pas, mais moi, j'encourage toujours les financiers à le faire même quand on dit non à un entrepreneur qui vient nous voir. Il faut qu'on lui dise non, mais il y a telle chose qui est possible de faire. C'est vraiment ça, parce que l'objectif, en fait, de l'entrepreneur qui vient voir un financier, c'est parce qu'il a un besoin. Donc, quelque part, il faut essayer de répondre à ce besoin. On n'est pas obligé de le répondre nous-mêmes là, parce qu'on peut pas
c'est satisfaire tous les besoins du monde, mais on peut avoir des solutions qui vont au-delà de ce que nous, on peut offrir. C'est super intéressant, Ali. Merci d'avoir débroussaillé cet univers-là qui est souvent, même que certains qualifient de hostile, même des fois, mais aride aussi. On a l'impression de pas se faire comprendre comme entrepreneur. Je pense que ça éclaire bien le trajet. J'espère en tout cas que ça aura aidé notre auditoire. Je te remercie énormément de ta contribution. Merci d'être passé nous voir, d'avoir vraiment mis ton cerveau de financier au service des entrepreneurs. Un grand merci. Ben écoute, merci encore une fois de me recevoir. C'était vraiment un plaisir là. Et puis ben voilà, si ça peut être utile en tout cas aux auditeurs là, ce serait une bonne chose. Puis comme toujours, de toute manière, on sort notre fameuse checklist. Ouais. Et puis tes coordonnées seront dessus. Profil LinkedIn, courriel, comment te rejoindre chez Evol et tout. On va te créer plus de travail, j'ai l'impression. Ben on est là, avec plaisir, on est là pour ça, de toute façon. Donc ouais, ce serait un plaisir de recevoir même des questions ou quoi que ce soit. En tout cas, merci beaucoup. Merci. C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B & Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.